Bonjour, chers tous, mesdames et messieurs. À quelques 7 mois du rendez-vous électoral du 8 janvier 2023, les initiatives s'enchaînent. La liste électorale informatisée en pleine conception captive toutes les attentions. La Sénat, nouvelle formule, bientôt en scène pour des élections grandeur nature. Le calendrier enfermé dans des délais va aussi démarrer. Les partis, du moins ceux qui le voudront bien et qui s'y préparent déjà, vont se bousculer aux portes de la Sénat. La vie politique est promise à un moment de fête, déjà que tout semble converger vers des élections apaisées et transparentes. C'est en tout cas le vœu de nombre de citoyens qui applaudissent les dernières rencontres au sommet entre Patrice Talon et des personnalités leaders politiques du Bénin. Déjà au-delà des entrevues, allons-nous vers la décrispation de la situation politique actuelle au Bénin? Question à l'invité du jour, Zone Franche, Gérard Benonchi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, chers amis journalistes de Canal 3. Député des deux dernières législatures, vous nous direz si l'ambiance au Parlement est des plus sereines à quelques mois des consultations électorales. Quel est l'état de la cohabitation entre votre parti, l'Union progressiste, et le Bloc républicain, tous deux partis de la mouvance présidentielle? Comment l'Union progressiste prépare-t-elle les prochaines joutes électorales? Quelle lecture votre parti fait-il des initiatives pour des élections transparentes, apaisées? Comment vivez-vous la crise, la cherté de la vie et quel est l'apport sinon les pistes de solutions que préconise l'Union progressiste? L'invité de ce dimanche est membre du bureau politique et de la direction exécutive nationale de l'Union progressiste, par ailleurs responsable de la cellule formation du parti que préside Bruno Ange-Marie Amoussou. Zone franche, c'est sur Canal 3 Bénin et ses chaînes de radio partenaires dans le centre et le nord du pays. Wahab Alikbara, bonjour. Herman Anyambosso, bonjour. Gérard Benonchi, bonjour. Bonjour, Araba. Bienvenue sur le plateau de Zone Franche. On va parler d'un peu de tout, comme l'a décliné dans son introduction Herman Anyambosso. Mais il y a que mercredi dernier, en marge du Conseil des ministres, le président de la République, Patrice Talon, a rencontré un de ses anciens prédécesseurs, Nicéphore Dieudonné Soglo, de même que les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Sur les réseaux sociaux et dans l'opinion, cette rencontre participe à la décrispation du climat politique. Vous, au niveau de votre parti, l'Union progressiste, quelle est votre lecture, votre analyse de cette rencontre de ces différentes personnalités? Merci beaucoup. Disons qu'après ces rencontres que nous avons vues, formellement, le parti ne s'est pas réuni pour analyser cela. Mais je pense que quand nous connaissons la ligne directrice de notre parti, nous connaissons son idéologie, qui est un parti de masse, un parti qui œuvre pour la paix et la quiétude dans la nation. Je pense que quand on voit des rencontres de cette nature, on ne peut que se réjouir. Et cela est à souhaiter à chaque fois que les grandes personnalités d'une nation, surtout celles qui ont eu à exercer des responsabilités politiques au plus haut niveau, chefs de l'État, chefs d'institution, à chaque fois qu'on les voit se rencontrer et sourire, je pense que le peuple sourit. Et cela participe donc effectivement de la pacification du pays. Et ces genres de rencontres sont à souhaiter. Je ne sais pas l'agenda qui a conduit à ces rencontres, mais en tant que citoyen, en tant que politique, je dis, quel que soit le sujet qui les aurait réunis de cette manière, c'est très bon et on doit souhaiter cela et ça apaise les populations. D'accord, cette rencontre entre Nicéphore Dieudonné Soglo et Patrice Talon, c'est une des rencontres rares en termes de formalité. Est-ce qu'on peut espérer que cela se multiplie à l'avenir? Et pourquoi pas? Je l'ai dit quand, à des moments donnés, j'ai vu l'ancien président Nicéphore Soglo tenir des propos à l'encontre de celui qui occupe le fauteuil qu'il a eu à occuper par le passé. On n'est pas à l'aise. Mais commencer à le voir aller au palais de la Marina, rencontrer son frère. Hein, c'est son frère, vous savez. Moi, j'ai encore en mémoire la campagne de 2016. Je l'ai vu prendre son bâton de pèlerin, aller s'asseoir dans le plateau du Zoo pour faire campagne pour Patrice Talon. Je l'ai vu. J'aurais souhaité que cela continuât pour toujours. Mais quel que fût ce qui se soit passé sur la route, qu'en temps, les deux ne parlent plus de la même langue et que l'ancien chef de l'État ait pris certaines positions les plus virulentes, aujourd'hui, le voir aller voir son frère, je pense qu'on est content. On souhaiterait que ces genres de rencontres se multiplient parce que quand
on a la carrure d'homme d'État. On doit toujours faire pour se mettre au-delà de la mêlée. Quels que soient les sujets de divergence qui peuvent nous opposer, à chaque occasion, on doit pouvoir montrer qu'on est homme d'État, se mettre au-delà de la mêlée, ne jamais refuser le dialogue, ne jamais refuser donc de se voir pour discuter sous l'arbre à palabre comme c'est coutume en Afrique. On ne doit jamais refuser cela. C'est pour ça que quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça c'est bien. Est-ce que le peuple béninois n'a pas fait de se réjouir trop tôt? Parce que la rencontre peut, comme vous l'avez dit, ça peut ne pas toucher aux questions que veut le peuple béninois. Non, on ne peut pas dire que le peuple se soit réjoui trop tôt, non. À l'instant T, on doit se réjouir. J'ai dit tout à l'heure, quel que soit le sujet qui les aurait réunis, le simple fait de les voir ensemble une seule fois et voir les deux se sourire, je pense que c'est bon. Et c'est à souhaiter à chaque fois. Et moi, j'invite les deux hommes d'État. Je sais que le président Patrice Talon a toujours la main tendue à un respect inouï pour ses aînés. Et il a toujours montré à chaque fois, je ne l'ai jamais vu tenir des propos désobligeants à l'endroit de ceux à qui il a succédé. Mais je souhaite qu'il en soit de même de l'autre camp, pour que à chaque fois on arrive à donner du sourire aux lèvres du peuple. À chaque fois que le peuple voit cela, le peuple est content. Ouattara l'a dit, oui. À part Nicéphore Soglo, il y a Kamboni Yahi qu'on n'a pas vu ces derniers temps aux côtés de Patrice Talon, mais il y a également qu'il a rencontré les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Oui. Est-ce que c'est toujours dans le sens de la décrispation ou alors c'est pour d'autres sujets que nous ne connaissons pas encore? Bon, premièrement, vous savez que le chef de l'État a eu à recevoir déjà dans un passé récent l'ancien président Yahi Boni. Il a reçu, mais c'est pas forcément dans le même style. Aujourd'hui, si on le voit recevoir le président Yahi Boni, qui est encore allé au palais de la Marina, ça fait un bon moment. Et en plus de cela, tous les présidents d'institutions, je me dis forcément que ça ne doit pas être anodin. Ça ne doit pas du tout être anodin. Peut-être que quelque chose se prépare. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que le chef de l'État, Patrice Talon, ne fait jamais rien au hasard. Il fait les choses bien pensées. Et quand je vois ça, c'est comme le dirait le président Amboussou, quand vous commencez à voir ces signes, sachez que l'événement approche. Peut-être que l'événement approche. En tout cas, un événement dont on connaît, je dirais, l'agenda et le calendrier. Ou que des événements approchent. Ça peut ne pas être un événement, voilà. Des événements. Peut-être qu'un bon événement approche. Voilà, pourquoi pas. En tout cas, il y a une date que tout le monde connaît. C'est la date du 8 janvier 2023, concernant bien entendu les élections législatives. Comment les choses se préparent à votre niveau, au niveau donc du parti Union progressiste? Je pense que le rôle d'un parti politique en permanence, c'est l'animation de la vie politique. Et puis, l'Union progressiste est résolument ancrée dans ce rôle-là. Et même s'il n'y avait pas agenda électoral en vue, on occupe le terrain en permanence par des activités. Le parti ne se repose pas. Mais maintenant, il y a ce qui vient s'ajouter, c'est qu'il y a un agenda. En janvier 2023, nous allons encore aux élections législatives. Donc le parti se prépare. Pour ne pas dire que vous remettez vos fauteuils en compétition. Puisque Non, vous êtes député. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est que notre mandat tire à sa fin et forcément nos fauteuils seront remis en jeu, même si ce n'est pas nous-mêmes. Ça pourra être un autre militant que nous soutiendrons. Si on nous positionne, tant mieux. Si on ne nous positionne pas, nous sommes des militants, nous allons mouiller le maillot pour que nos sièges, nous puissions les gagner. Tous les sièges, nous visons tous les sièges, les 109 sièges, nous les visons, nous voulons les rafler. Donc le parti est en permanence en train de s'organiser. Et puis actuellement, pour ne pas vendre le secret, dans quelques semaines, vous allez voir l'Union progressiste en permanence sur le terrain, tous les week-ends, toutes les semaines, jusqu'aux élections. D'accord. Alors, quel travail faut-il faire, selon vous, pour qu'on évite les événements fâcheux de 2019, à l'effet donc d'obtenir pour 2023 des élections libres, transparentes, mais beaucoup plus apaisées? Alors, pour aller aux élections libres, transparentes et apaisées, j'ai souvent coutume de dire que, il faut voir si nous avons le cadre légal. Le cadre légal qui permet donc d'aller à des élections libres, transparentes et apaisées.
sur ce volet, je dirais oui. Hein, le cadre légal est tracé, les lois existent qui encadrent les élections dans notre pays, le code électoral, la charte des partis, toutes les lois que nous connaissons ont balisé le terrain pour qu'à chaque fois, nous allons à des élections apaisées. Et le Bénin l'a démontré de fort belle manière plusieurs fois. Nous sommes allés aux élections. Il est vrai que les dernières élections, nous avons eu quelques difficultés qu'on n'aurait jamais souhaité revivre. Alors, pour y aller, il faut que tous les acteurs politiques aient comme repère les tests. D'abord, que nous respections les tests que nous nous sommes donnés. Quand on respecte les tests, et en plus de cela, un code éthique de déontologie politique que chacun doit observer, je pense qu'on pourra aller à des élections libres, transparentes et apaisées. Et tout parti politique a l'obligation d'œuvrer pour cela. Quelles sont les grandes lignes à mettre, n'est-ce pas, dans ce code éthique dont vous parlez, en termes donc de comportement à avoir, d'initiative à avoir? Qu'est-ce qu'on doit mettre dedans concrètement? J'ai dit, le respect scrupuleux de tous les tests qu'on s'est donnés. Ouais. Mais deuxièmement, en tant qu'acteur politique, éviter à tout moment les propos belliqueux. Éviter l'escalade. Respecter l'autre. Quel que soit ce qu'il est, le respecter. Par exemple, quand je vois ceux qui veulent aller aux élections prochaines, qui veulent qu'on touche les tests pour leur permettre d'aller, tenir des propos à l'encontre de ceux qui sont chargés, qui seront chargés de retoucher ces tests. Alors je me pose une question. Cela ne participe pas de la recherche de la paix. Donc je souhaite qu'à partir de maintenant jusqu'aux élections, que chaque acteur politique mesure ses propos. À chaque fois que je veux sortir une phrase, que je vois, est-ce que ce n'est pas du feu que j'envoie sur l'essence, ou est-ce que moi je participe de par mes propos à la cohésion sociale, à la paix? Est-ce que cela sous-entend, honorable Gérard Benochi, que les discours que vous entendez de part et d'autre avec les camps, au niveau des camps d'en face, n'est-ce pas, ce ne sont pas des discours qui sont de nature à vous motiver, n'est-ce pas, pour, je dirais, toucher les tests en vigueur actuellement? Oui, c'est ce que je dis, qu'il ne faut pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Que quand on veut aller à une élection, on se prépare pour se conformer aux tests qui sont là. Mais ne pas le faire et s'attaquer irrémédiablement à tous ceux que vous pensez à tort avoir profité de ces tests, je pense que ce ne serait pas sage. Oui, parce que quand vous dites les tests qu'on s'est librement donnés, il y en a qui ne sont pas d'accord avec vous parce qu'ils estiment que les tests ont été conçus, taillés par vous, qu'ils qualifient de ce que vous savez. Non. Je pense que tout acteur politique sérieux dans ce pays doit savoir d'où nous sommes partis. Ils doivent savoir d'où nous sommes partis. Nous sommes partis d'où? D'une période où les tests, avec l'application du multipartisme intégral, permettaient que nous ayons des partis dans tous les quartiers, que nous ayons des partis dans chaque famille, que nous ayons des partis d'amis, de copains, et que les partis politiques ne soient pas de véritables partis politiques, mais des clubs électoraux, des clubs de marchandage politique, des clubs qu'on utilisait pour donc monnayer les voix, pour mettre les bâtons dans les roues du président en place, du chef de l'État en place, pour faire du chantage et pouvoir obtenir quelque chose. C'était ça la politique, c'est la pagaille. Vous parlez des alliances de circonstances qui se nouaient et se dénouaient. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, des gens venus d'ailleurs, qui ne sont pas dans l'arène politique, viennent à chaque fois prendre le pouvoir suprême, le pouvoir d'État. Et la classe politique entière s'est entendue pour dire, après diagnostic fait, ce n'est pas bon. Il faut que nous changions. Et tous les discours à l'époque, c'était il faut que nous allions à la réforme du système partisan. Tous étaient d'accord. Et quand je revisite un à un les tests que nous avons votés, je pense que c'est ensemble que nous sommes mis d'accord pour voter ces tests. Ne serait-ce que la charte des partis politiques, nous l'avons voté ensemble, à l'unanimité presque.
Quand je prends le code électoral, idem. Mais c'est après, à la mise en œuvre, que certains ont commencé à voir que il y a des dispositions que nous ne pouvons pas observer. Mais c'était déjà fait. Et c'est pour ça que je vais dire une chose maintenant qu'il faut qu'on retienne. Depuis que nous avons voté ce corpus de textes, à savoir la charte des partis politiques, le code électoral, la loi sur le financement des partis politiques et la loi portant statut de l'opposition, avec le couronnement de la révision de la Constitution, il faut dire que la réforme du système partisan est irrémédiablement et radicalement en marche. Et tel qu'un tsunami balayera sur son chemin toute force qui tenterait de lui résister, quelle fût-ce. Il faudrait qu'on intériorise cela et qu'on change de méthode de raisonnement et qu'on change de manière de voir les choses pour savoir que la machine est en marche et ce sera difficile de lui résister. Si tel est le cas, que fais-je? Qu'est-ce que je fais? Il faut que je m'organise pour me conformer. Ce serait utopique, utopique de penser qu'on pourrait revenir à la situation hantée, la situation de départ. Ceux qui rêvent de ça, je n'ai jamais dit les choses de façon aussi grave, mais je le dis, il faut qu'on commence à le dire, que l'on pense de regarder, l'on cesse de regarder dans le rétroviseur. Il n'y a plus de marche arrière. Il n'y a plus de marche arrière, il faut qu'on aille de l'avant. Et que les gens s'organisent pour se mettre en conformité avec les tests que nous avons. Je vais dire quelque chose que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a eu à dire en 2019, quand il recevait la classe politique à la veille des élections législatives de 2019. Il a dit, je serai à votre place, que je ferai tout pour participer à ces élections. C'est ce que je dis. Je serai à leur place. Je ferai tout. Pour tous les partis politiques. On dirait que très peu ont entendu ce message. Très peu ont entendu ça. Tous les partis politiques qui pensent qu'ils ont une parcelle de pouvoir, ils ont de la popularité, qu'ils sont proches des populations, qu'ils ont des fiefs électoraux, qui pensent qu'ils peuvent avoir des députés élus à l'Assemblée nationale, qui le disent et le répètent, qu'il faut remplacer les députés godillots qui sont là, les députés fantoches qui sont là. Vous avez sorti finalement les... Mais oui, ils le disent, et moi, je n'ai pas peur de le dire, c'est eux qui le disent, on nous qualifie ainsi, nous assumons. Ok, nous sommes députés godillots, mais apprêtez-vous à remplacer les députés godillots. Et pour le faire, ce n'est que par les urnes. Il faut se préparer. Et donc, à commencer en même temps se préparer pour participer à ces élections législatives qui viennent en janvier 2023. Moi, je serai très content de voir tous les partis politiques légalement constitués au Bénin prendre part à ces échéances pour que la fête soit belle et que les populations, ceux qui ont vraiment la main sur les populations, comme ils le disent, puissent se faire élire et remplacer les députés godillots. Et quand ils seront élus à l'Assemblée nationale, quand ils auront la majorité qu'il faut pour retoucher les tests qu'il faut, allègrement qu'ils les retouchent, mais qui ne demandent pas à ceux qui sont godillots aujourd'hui d'aller retoucher les tests pour leur permettre de passer. Si, à le demander, vous savez à quoi je pense. Quand ils le demandent, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils demandent là? Ça veut dire que ceux qui ont fait l'effort de se conformer aux tests pour quitter leur confort d'antan, de chef de parti, de président de parti, de président de mouvement, qui ont abandonné tous ces conforts-là pour se fondre dans les grands ensembles. Parce que c'est cela, l'esprit de la réforme, c'est de réduire sensiblement le poids des micro-partis pour aller vers des grands ensembles, des partis d'envergure nationale, à ancrage national. Et je vois qu'à chaque fois, les gens oublient cela, que l'esprit de la réforme, il ne faut jamais l'oublier, que l'esprit, l'objectif de des réformes, de la réforme du système partisan, c'est de ne plus avoir de micro-partis. Quoiqu'on n'ait pas supprimé le multipartisme intégral, des conditions, des règles, des dispositions étaient mises dans les tests pour contraindre les gens au regroupement.
Et tant que vous ne percevrez pas ça, et que vous ne vous conformerez pas à cet esprit pour aller vers des regroupements, des grands regroupements, la traversée sera toujours difficile. Alors, et n'allez pas demander à ceux qui ont fait le sacrifice d'abandonner tous ces conforts de président, titre ronflant d'ailleurs, avant, près d'une centaine de partis, d'anciens partis politiques pour l'Union progressiste, presque la même chose pour le BR, qui ont accepté de se fondre dans ces grands ensembles, qui ont perdu les tickets, qui ne sont que des simples militants dans ces partis politiques aujourd'hui, que des partis politiques aujourd'hui qui n'avaient même pas la taille des partis que ceux-là dirigeaient, demandent qu'on ramène les tests à leur niveau, à leur taille petite, pour leur permettre de passer. Je pense que ce serait de l'illusion, ce serait une chimère et qu'on arrête de penser ainsi. On vous a entendu avec des propos quelque peu graves, vous êtes resté un peu métallique sur un certain nombre de détails. Alors l'information politique que vous indexez, n'est-ce pas, souhaite qu'on ait un regard et apporter les retouches qu'il faut au code électoral, notamment la question des 10% pour prétendre, n'est-ce pas, à la répartition des sièges à l'Assemblée nationale. Est-ce à dire, n'est-ce pas, de ce développement que vous avez eu tout à l'heure, que rien n'est faisable à ce niveau? Bon, premièrement, j'ai dit, pour ma part, quoique on ne se soit pas concerté au niveau des partis politiques pour arrêter une position, je dis, quand moi je fais l'analyse, moi je me dis que, au nom de quoi on va réviser les tests pour permettre, faciliter le passage à des micro-partis, afin qu'ils aient accès à l'hémicycle, alors que l'objectif de la réforme, c'est de ne plus avoir ça. C'est d'avoir des partis d'envergure nationale. Cela s'interprète selon vous comme un recul. Mais si on fait ça, ce serait un grave recul. Et je ne pense pas que ceux qui ont participé à ces réformes-là, qui les ont épousées, je ne pense pas qu'un jour, ils accepteraient de faire ce recul parce que ce serait l'échec des réformes. Parce que vous en parlez, par rapport à ces négociations, utilisons un peu l'expression comme ça, il y a eu l'initiative du médiateur de la République, l'initiative également du clergé, il y a eu une mission de la francophonie également qui était au Bénin. Tout cela participe de quoi selon vous? Et oui, je pense que chacun est dans son rôle. Le médiateur de la République, j'étais de la délégation de l'Union progressive qui a été reçue par le médiateur de la République. J'ai vu que le médiateur de la République était dans un rôle d'écoute des partis politiques pour leur demander, selon vous, que faisons-nous pour aller à des élections pacifiques, à des élections apaisées. Et chaque parti politique développe son argumentaire, ce qu'il pense qu'on doit faire pour aller à des élections pacifiques, transparentes et apaisées. Et il recueille tout cela tant des partis de la mouvance que des partis de l'opposition. Cela lui permet d'avoir un répertoire de doléances qu'il soumettra donc certainement au chef de l'État. Et pour voir ce qui est faisable. Et qu'est-ce qui est faisable? Si on doit retoucher les tests, vous savez que le protocole de la CEDEAO, le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, interdit de toucher les textes électoraux à moins de 6 mois des élections. Aujourd'hui, nous sommes le 12, c'est ça? Oui, tout à fait. Nous sommes le 12 juin. Le 8 juillet prochain, après le 8 juillet prochain, on sera à moins de 6 mois des élections. Et ça en sera fini. À ce jour, je ne pense pas que déjà il y ait eu un projet de test qui propose de retoucher les textes législatifs, ni une proposition de loi. À l'Assemblée nationale, ils n'en ont pas encore. Je ne sais pas si c'est en quelques jours que ça se fait. Alors, si on dépasse le 8 juillet et que nous tombons dans l'impossibilité de toucher au texte, il n'y a que l'alternative de l'accord politique national, c'est-à-dire le consensus national. Puisque le protocole additionnel n'est pas aussi rigide, c'est-à-dire s'il y a consensus, n'est-ce pas, c'est faisable. Il faut qu'il y ait consensus politique. Donc, je dis peut-être que avec tout ce que le chef de l'État recueillera, je ne sais pas s'il convoquera à nouveau un dialogue politique, je ne sais pas, je ne sais pas dans son secret, les partis politiques le souhaitent,
Mais je ne pense pas, je ne sais pas s'il en serait ainsi, mais moi, de mon analyse, je me dis, quel que soit, nous avons déjà fait un dialogue national, un dialogue politique. Et ce dialogue politique a accouché des recommandations qui nous avaient permis avant donc de toucher des textes, de retoucher les textes sur un certain point donné pour permettre à des gens de participer. Est-ce qu'à chaque fois, il faut que, quand des gens sont en difficulté face à des textes, qu'il faut aller se retrouver pour les retoucher, diminuer leur rigidité, leur ampleur. On ne fera pas une révision donc, au cas par cas ou bien donc à chaque élection, il faut réviser les textes pour faciliter l'accès à des gens. Finalement, on videra les réformes de leur contenu. C'est-à-dire que, selon vous, le code électoral en vigueur actuellement n'est pas suffisamment éprouvé pour être touché? Moi, je ne pense pas, puisque des partis politiques sont allés aux élections. Et vous avez vu, aux dernières élections législatives, j'ai vu des partis politiques passer. On sont allés aux élections. Certains n'ont pas pu avoir les 10%. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu avoir accès, donc n'ont pas droit au partage des sièges. Mais si depuis lors, ces partis se sont réorganisés pour pouvoir gagner du terrain et pouvoir, aux prochaines élections, atteindre les 10%, ces partis politiques auront droit au partage des sièges. Et c'est ce que nous souhaitons, qu'à chaque fois, il faut que les partis s'organisent pour pouvoir gagner du terrain et répondre à cette exigence des textes d'avoir 10%. C'est un seuil. On était parti de 25%, 30%. Les gens souhaitaient cela. Et nous sommes descendus jusqu'à 10%. C'était le consensus. C'est un grand effort qui est déjà fait. C'était le consensus. Et au dialogue politique qui a précédé les élections législatives de 2019, il y avait des points d'accord et des points de divergence. Sur les points d'accord, il était dit qu'on ne touche plus le pourcentage des 10%. C'était dit, quand vous revisitez les conclusions, c'est dit, on ne touche pas à ça. Donc, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y aurait un autre dialogue. On a suffisamment élaboré sur les tests qui organisent les élections au Bénin. Oui. Mais l'enjeu pour l'Union progressiste pour les élections du 8 janvier, c'est de se maintenir comme premier parti politique au Bénin. Oui. Aujourd'hui, comment se porte l'Union progressiste et surtout dans la 11e circonscription électorale dont vous êtes l'élu? Disons que l'Union progressiste, vous le savez, est le plus grand parti politique du Bénin. Aujourd'hui, ne serait qu'au vu des résultats des élections successives, tant législatives que communales, l'Union progressiste est à chaque fois confirmée comme étant le plus grand parti politique. Et quand j'observe la manière dont elle est conduite aujourd'hui, la manière dont elle continue de s'enraciner dans le pays, je ne pense pas qu'aux prochaines élections législatives, elle puisse reculer. Donc, bien au contraire, elle va surprendre en se renforçant davantage. Malgré les départs? Combien de départs? C'est quoi les départs? Vous en avez vu? Moi, je ne sais pas s'il y a des départs. C'est quoi les départs? Quand vous parlez des départs, disons, à chaque fois, il y a des adhésions à l'UP. Chaque week-end... Il n'y a pas de déserteurs, il y a de ces formations politiques, qu'elles soient de l'opposition, même du BN, n'est-ce pas, qui vous savez que récupère des la charte des partis politiques dit clairement que l'adhésion à un parti politique est libre et en sortie aussi est libre. C'est un acte de volonté. Donc quand un militant ne se sent plus bien dans une formation politique et veut partir, qui parte, mais jusque-là, je n'ai pas vu l'Union progressiste perdre un élu. Il n'y en a pas eu. Mais par contre... Au niveau des militants, oui. Un militant peut partir, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas encore vu l'Union progressive perdre un élu. Et la force des partis politiques se mesure à travers les élus. Et au contraire, l'Union progressiste est en train de gagner des élus. Ah oui? Ah oui? Chez vous aussi, vous avez gagné. Dans la 11e, n'oubliez pas que désormais, nous aurons 4 sièges dans la 11e circonscription électorale, dont une... Nous gagnons des élus communaux. Une femme, oui. Nous gagnons des élus communaux. Ça dit qu'il y a de ces élus qui déménagent de leur formation de base pour atterrir au niveau de l'Union progressiste. Bien sûr. Si vous êtes dans le pays, vous êtes journaliste, vous savez cela. Qu'il y a dans plusieurs communes,
des élus ont quitté leur formation d'origine pour atterrir à l'Union progressiste. D'accord. Honorable, je voudrais faire un petit pas en arrière, très rapidement. Il y a qu'au-delà des formations politiques de l'opposition, il y a un de vos alliés, le PRD, qui souhaite également que la question des 10% soit touchée. Mais vous êtes resté quelque peu imperméable à cette doléance. Et pourtant, c'est une formation politique qui soutient également les actions du chef de l'État. Oui, cette doléance du PRD n'est pas une doléance nouvelle. Et cette volonté ce souhait avait été manifesté déjà au dialogue politique de 2019. Le PRD avait souhaité cela. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la conclusion, on a classé à part dans un camp les points d'accord et dans une autre colonne les points de non-accord. Donc, ce point précis figurait dans les points de non-accord. Ça veut dire que ce n'était pas retenu au dialogue politique de 2019. Donc, ça n'empêche pas le PRD de continuer à l'exiger. Et comme je l'ai dit, ça s'inscrit dans la démarche nouvelle que je viens de décrire. Si ça va être retenu, ce serait que dans le cadre d'un consensus national. Et on n'en est pas encore là. Oui, je parlais tantôt de votre circonscription électorale, la 11e. Comment ça se passe chez vous? Oui, on apprend qu'il y a beaucoup de départs aussi, non? Vous pouvez nous en citer? Vous me citez un seul départ de l'Union progressiste de la 11e circonscription électorale? Il n'y en a pas. Bien au contraire, si vous suivez bien, vous allez voir que, bien au contraire, l'Union progressiste enregistre des adhésions à chaque week-end. Wow. Moi, j'étais dans mon fief le week-end passé. Si vous avez lu, il y a eu des adhésions massives à l'Union progressiste. Et les week-ends qui vont venir vont vous édifier. Vous verrez, il y aura encore d'autres adhésions massives qu'on cuisine déjà, des gens qui s'apprêtent à faire leur déclaration d'adhésion à l'Union progressiste, qui vont le faire dans les jours à venir. Et, pas des moindres. Vous serez surpris. Donc, alors, quelle est la technique mise en place pour, je dirais, appâter... Non, il n'y a pas de technique. On nous a dit que c'est à coup de millions. Non, pas du tout. Ça se dit sur les réseaux sociaux. Je suis bien placé pour vous le dire parce que moi, je coordonne souvent ces mouvements d'adhésion-là et jusque-là, on n'a pas déboursé un pour copec. Et voici ce que je leur dis. Moi, je dis souvent à ceux que je rencontre que nous sommes désormais dans la logique de la réforme du système partisan et nous cherchons, l'Union progressiste cherche aujourd'hui des militants et non pas des électeurs circonstanciels ou des sympathisants. Nous voulons des militants, des gens qui s'engagent sur la base de notre idéologie clairement définie dans nos statuts, qui sont venus appartenir à un parti et militer pour le parti et pour toujours ou jusqu'au jour où ils en décident autrement. Alors là, ne sommes plus dans la disposition d'acheter des militants. Non, on a fini avec ça. Et on le dit clairement. Et vous savez, on ne fait rien pour appâter. Parce que les gens aiment appartenir à des grands ensembles. Aiment rester du côté du plus fort. Oui. Et voyant aujourd'hui que l'Union progressiste est le parti le plus fort, le plus imposé sur l'échiquier politique national de par ses résultats successifs, se disent probablement, forcément, que le prochain président de la République viendrait de l'Union progressiste. Chacun tire le dans ce côté. Dites-nous, honorable, l'actualité, c'est aussi l'économie, avec la cherté de la vie. Oui. Est-ce que vous mangez bien? Bon, on ne peut pas le dire. Aucun Béninois, aujourd'hui, ne mange bien. On ne peut pas le dire. S'il le dit, ce serait de l'insulte à l'égard donc de nos compatriotes. Vous savez que nous sommes en train de traverser des moments difficiles, avec l'inflation galopante, avec la vie chère sur tous les plans, les Béninois se nourrissent difficilement. Je suis Béninois, je suis dans la masse, j'ai la famille, j'ai des militants, je vais dans mon fief chaque week-end, le week-end, et j'entends des choses, je vis des choses dans ma maison. Je vois, pour donner la popote d'aujourd'hui, ce que je donnais, on me dit, ce n'est plus suffisant, le marché est dur, mais je suis écœuré de voir que le gaz est passé à plus de 10 000. Le gaz qu'on achetait, la bouteille à 6 000 et quelques, aujourd'hui c'est à plus de 10 000. Et ce n'est pas le gaz seul. Sur tous les produits, même de première nécessité, le riz, le maïs, tout coûte cher. Donc, dire aujourd'hui que les Béninois mangent bien, ce serait... Donc, les gens se régulent. On se régule pour s'adapter à nos moyens. Aujourd'hui, on essaye de vivre. Et c'est partout.
Personne n'est épargné. Aucune classe n'est épargnée parce que nous allons tous sur les mêmes marchés. Et je pense que avec les efforts que fait le gouvernement pour soutenir donc, cette cherté de la vie, nous ne savons pas si nous allons tenir pendant longtemps. Notre souhait, c'est que les causes de cette cherté de la vie soient vite conjuguées au passé. Notamment, nous sortions donc de la pandémie de la Covid qui a accentué, a amorcé un peu cette cherté de la vie. La guerre en Ukraine est venue accentuer cela pour nous donner le coup de grâce. Alors, notre souhait, c'est que cette guerre finisse vite et que nous revenions doucement à la case normale. Et ce n'est pas au Bénin seul. Vous savez, quand vous suivez l'actualité, c'est le monde entier. Et je suivais donc une chaîne française hier, j'ai vu comment les gens se plaignaient de la cherté de la vie. Je pense que c'est le monde entier. Et ce n'est pas parce que c'est le monde entier que nous n'allons pas dire que nous en souffrons. Nous en souffrons. Et notre souhait, c'est que cela soit vite conjugué au passé. Alors, ces moments difficiles que nous traversons ont été expliqués aux populations. Il y a eu donc cette tournée gouvernementale, mais beaucoup disent ne pas être convaincus par les explications données par les émissaires du gouvernement. Quelle est votre réaction? Non, ceux qui le disent ne seraient pas proches de la vérité, de la réalité, parce que moi aussi, j'étais sur le terrain dans cette tournée gouvernementale et c'est pas ce que j'ai entendu. Les populations ont plutôt dit que personne ne viendrait leur expliquer ce qu'elles vivent. Elles-mêmes, la faim, elles vivent, elles savent. Donc, ils n'ont pas besoin que quelqu'un vienne le leur expliquer. Mais quand on a fait le point, le tour, vous allez voir que ce n'est pas tant ce qu'on craignait, la cherté de la vie, ce n'est pas ça qui préoccupe les populations. Vous savez que le gouvernement a fait le point des préoccupations qui sont remontées donc, de cette tournée, près de 1100 préoccupations. Ce n'est pas la cherté de la vie qui est en tête, mais plutôt les populations sont portées sur le PAG. Qu'est-ce qui devrait être fait chez nous? Est-ce que c'est fait? Faites-nous ça, faites-nous ceci, faites-nous cela. Et en plus de cela, les populations qui sont pour la plupart des agriculteurs demandent la disponibilité de l'engrais, des engrais pour le vivrier, l'engrais vivrier. Hein, si nous pouvons avoir ça, j'ai entendu les propos du colonel civil Lévy, qui lors d'une réunion a dit, allez dire au gouvernement que nous, notre problème, ce n'est pas la faim. La faim, là, nous avons mis un piège devant, là, nous voulons attraper la faim parce que nos champs sont verdoyants. Nous cherchons seulement de l'engrais pour savoir que nous avons tué la faim. Quand nous aurons de l'engrais, nous avons vaincu la faim. Alors, il y a un procès qui est fait à vos proches politiques lors de cette tournée, c'est de ne s'être pas rapproché des populations elles-mêmes, c'est-à-dire des commerçants et les femmes des marchés, mais beaucoup plus de trier au volet, n'est-ce pas, ceux qui doivent participer à cette séance. On a même dit que vous avez expliqué la chose à vos militants. À vos militants. Et non aux populations qui vivent ces temps difficiles. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Quand vous savez, donc, les critères qui ont participé de la sélection des participants, ça a été dit, c'est toutes les couches. Hein? Le critère, les quotas ont été envoyés pour qu'on sélectionne dans toutes les couches. Et j'ai participé à la sélection donc, des participants dans mon département. Et je sais qu'on a sélectionné toutes les couches. Ce n'est pas seulement les militants. On a puisé dans toutes les couches. Et c'était un échantillon représentatif de toutes les populations du Bénin. Donc, il n'y avait pas... Juste après vous, quand même, il y a eu des partis de l'opposition qui sont allés sur le terrain et qui disent être allés au contact des populations qui vivent la réalité. Qui vous attaquent, qui disent que c'était une tournée, une campagne. On dirait que vous deux n'avez pas fait le tour du même Bénin. Eux, ils n'ont pas fait le tour. C'est nous qui avons fait le tour avec le gouvernement. Nous avons fait le tour de toutes les communes. Où est-ce qu'on les a vus faire le tour? On dit, moi, j'en ai pas vu. Si on est quelques localités et dit qu'on a fait le tour du monde, ce n'est pas à la taille de ce qui a été fait. Et je puis vous dire que les partis de l'opposition sont dans leur rôle. Leur rôle, c'est de critiquer l'action du gouvernement. Ça ne nous agace point. Ça ne nous agace point parce que je sais que l'opposition au Bénin, ce n'est pas souvent juste. Hein? On ne dit pas souvent les choses de façon juste, mais on se met systématiquement en opposition à tout ce qui viendrait du gouvernement. Et je pense que ce n'est pas bien. Il faudrait qu'on apprenne à faire autrement l'opposition. Si c'est bon, il faut dire c'est bon. Si c'est mauvais, il faut dire, mais quand c'est systématiquement tout ce que le gouvernement fait est mauvais,
je pense que les populations, quelque part, vont se rire de cette opposition-là. Alors, vous l'avez souligné, le gouvernement a fait bien d'efforts dans ce domaine pour soulager un peu les populations, en ce qui concerne donc la vie chère. Mais qu'est-ce qui, selon vous, justifie le fait que jusqu'à présent, on ne puisse pas sentir, je dirais, une certaine diminution des prix des produits de grande consommation, par exemple? Vous faites bien de poser cette question. Malgré les fermetures de Vous faites bien de poser cette question. Vous savez que j'ai dit tout à l'heure que les causes de la cherté de la vie ne sont pas effacées. Oui. La guerre continue. Et s'aggrave. Les conditions s'aggravent au fur et à mesure. Le dollar prend du coup à chaque fois. Donc, le gasoil prend du coup. Et quand tout ça là entraîne donc le surcoût donc, des biens qu'on importe. Et vous allez vous poser la question, si on n'avait pas pris ces mesures, où est-ce que nous en serions? Nous en serions peut-être dans le gouffre. Mais c'est ces mesures qu'on a prises qui font qu'on ne ressent pas un écart aussi dramatique. Sinon, ces mesures viennent amortir à chaque fois le choc. Et on doit souhaiter cela, encourager que le gouvernement ne renonce pas, mais continue. Sinon, s'il n'y avait pas ces mesures, peut-être qu'il y aurait déjà le pire. Est-ce qu'il faut craindre le pire? Bon, il ne faut pas être alarmiste, il faut être optimiste, quoique raisonnable. Hein? Et nous osons croire que les conditions vont changer favorablement, mais il faut que nous apprêtions aussi au cas où elles ne changeraient pas, que nous puissions être résilients, nous adapter. Mais donc, ne soyons pas alarmistes, mais soyons aussi optimistes, modestement. D'accord. Alors, comment vous vous sentez quand il y a de toute cette série d'attaques, d'analyses, d'appréciations, d'interprétations de vos actions par l'opposition? Non, j'ai dit tout à l'heure que l'opposition est dans son rôle. Quand je vois ces critiques, je vois ces analyses, je vois aussi le rôle d'opposition souvent de chercher la bête noire. Hein? Vous ne sentez pas une certaine objectivité dans leurs analyses, dans leurs attaques? Non, je ne sens pas, parce que je suis dans la masse. Tout est rose à votre niveau. Je n'ai jamais dit que tout est rose. Mais l'ampleur qu'ils donnent donc aux situations n'est pas celle que nous vivons avec les populations. Et les populations elles-mêmes ne le disent pas ainsi. Ne sont pas au même diapason que l'opposition qui voit tout en noir, qui peint tout en noir, qui voit tout de façon grave. Non, nous avons parcouru les populations. J'ai dit tout à l'heure que c'est seulement dans les grandes villes, que la question de la cherté de la vie est une préoccupation majeure. Quand vous allez vers les populations rurales, elles vous disent la cherté de la vie, bon, c'est pas ça, mais notre problème, les routes que vous devez nous faire là, où sont les routes? Les écoles, les hôpitaux, nous en avons besoin. L'électricité, nous en avons besoin. Dans le même temps, il y en a qui ont demandé de mettre l'infrastructure en berne, oui, et de leur donner à manger. Oui, certains ont dit ça, et même le gouvernement lui-même l'a dit. Le gouvernement même a dit, s'il faut même retarder les grands travaux pour nourrir les populations, nous sommes pour, parce que la vie des populations passe avant les grands travaux. Donc, si vous entendez certaines populations le dire, ce n'est pas à tort. Quelle réponse vous leur apportez à celles-là qui disent qu'il faut peut-être avancer le péage? Quelle réponse vous leur donnez? Mais qu'est-ce que vous aurez dit? Parce qu'on dit le ventre affamé n'a point d'oreille. Quand vous avez faim, est-ce que vous allez dire, faites-moi la route pour que je meure? Non. Un homme responsable, un homme responsable, c'est ça le comportement de l'humain. Quand j'ai faim, c'est la nourriture que je veux d'abord. Je n'ai pas besoin du luxe, je n'ai pas besoin je vais oublier même ma voiture, je vais oublier ma moto, je vais oublier ma bicyclette si j'ai faim. Donc, quand on a faim, c'est satisfaire ses besoins fondamentaux. Se nourrir d'abord, c'est à ça qu'on pense. Au risque même de retarder les grands travaux, pourquoi pas? J'ai entendu le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, le ministre Romia Wadani, le dire à vos confrères de RFI, de France 24, sur l'émission qu'il a reçue à Abidjan, à l'hôtel Ivoire d'Abidjan. Il a dit
répété que nous sommes pour, même au besoin, donc de ralentir les grands travaux pour nourrir notre population, parce que pour nous, les populations passent avant tout. Il y a ce que le gouvernement dit, mais on n'a pas suffisamment entendu l'Union progressiste se prononcer sur la cherté de la vie, par exemple. Pourquoi est-ce que cette crise n'a pas fait l'objet d'un séminaire, par exemple, au sein de l'Union progressiste, pour qu'on ait la position et même les issues possibles que propose l'Union progressiste? Parce que vous savez que l'Union progressiste est un parti qui soutient les actions du gouvernement. Et vous ne direz pas que la conception et la mise en œuvre de cette tournée gouvernementale et de toutes les mesures qui ont été prises pour amortir le choc de la cherté de la vie a été faite sans l'Union progressiste. Non, nous sommes intimement associés à la conception, à la mise en œuvre et même à l'évaluation de ces mesures, de la mise en œuvre de ces mesures. Donc, pourquoi sortirions-nous encore pour aller faire un séminaire alors que nous sommes intimement liés, donc associés à cela? Donc on n'a pas besoin, parce qu'on participe de la conception, de la mise en œuvre de ces mesures, et on sait tout ce qui a été fait. On a eu à des occasions à donner notre point de vue, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut corriger. L'Union progressiste a assisté donc à tout le processus, et cela inutile étant un soutien du gouvernement de sortir encore pour aller faire un séminaire. Nous sommes solidaires de ce qui a été fait. D'accord, les soutiens du gouvernement sont pluriels, même si vous êtes la plus grande formation politique. Comment ça se passe à votre niveau, au niveau de l'Union progressiste, je dirais du Bloc républicain, de Moël Bénin, de PRD et bien d'autres qui soutiennent encore les actions du gouvernement? Oui, nous sommes dans la même barque, nous soutenons les actions du gouvernement, mais avec des idéologies nous ne différentes. renions pas nos identités respectives. Chacun respecte son identité respective, chacun est libre de s'organiser en interne. On ne met pas en commun nos activités, mais il y a des sujets qui nous réunissent, et on se retrouve sur ces sujets pour donc converger nos points de vue, voilà, pour soutenir le gouvernement. Mais mis à part cela, chaque parti est structuré, organisé pour occuper le terrain, étant donné que nous sommes des concurrents potentiels. Chacun fait tout pour rafler la mise à l'autre, malgré que nous soutenons ensemble. Quel est l'état de la cohabitation aujourd'hui au Parlement entre l'UP et le BR? Non, entre l'UP et le BR, nous sommes à l'Assemblée. Ce n'est pas seulement sous cette législature, même en présence de l'opposition radicale à l'Assemblée. J'ai vécu la 7e législature où il y avait l'opposition. L'ambiance est souvent bonne, malgré les envolées lyriques, les empoignades verbaux auxquels vous assistez souvent. Mais après cela, la cohabitation est souvent pacifique et conviviale. Et je peux vous dire aussi que la 8e législature n'échappe pas. Pire encore, nous sommes dans la même barque, nous soutenons les actions du gouvernement. Nous sommes tous des amis, les députés sont tous des amis. Je vous apprends qu'hier, par exemple, moi, j'étais avec une forte délégation de députés Union progressiste pour aller assister l'honorable Benoît Degla qui a perdu sa maman. Benoît Degla qui est pourtant du Bloc républicain. Bon, hier, vous n'allez pas sentir que c'était des gens qui appartiennent à des partis politiques différents. D'accord. Alors, est-ce que, puisque quand vous parlez de grands ensembles des races, il faut se fondre dans de grands ensembles, est-ce qu'à votre niveau, n'est-ce pas, ces partis que j'ai cités tout à l'heure, le PRD, Moël Bénin, Bloc républicain et autres, est-ce que vous évoquez ces questions-là à l'effet peut-être de voir Moël Bénin se fondre au niveau de l'Union progressiste ou bien le PRD déménager vers vous ou bien vers le Bloc républicain, et pourquoi pas avaler le Bloc républicain également pour qu'il y ait une seule formation politique. Encore qu'on a déjà vu pour les communales passées, on n'est pas dans la logique Moël Bénin qui a soutenu. On n'est pas dans la logique d'avaler le Bloc républicain qui est déjà un grand ensemble qui respecte tous les critères de la réforme du système partisan. Nous sommes contents et souhaitons donc longue vie au Bloc républicain. De ces quatre, alors, qu'est-ce qu'il lequel parti lequel parti n'est pas encore grand ensemble? Vous avez cité. Mais vous savez, tous les partis politiques qui n'ont pas pu, qui sont allés aux élections, qui n'ont pas pu avoir les 10%, ne sont pas encore grands ensemble, ne respectent pas. Vous pouvez les avaler. On ne parle pas d'avaler. Les partis politiques qui ne sont pas encore allés du tout à une échéance électorale, qui n'ont pas participé, on ne connaît pas encore leur poids. Mais on aurait souhaité qu'ils participent. Mais au cas où ce ne serait pas possible, bon, moi je ne rejetterais pas qu'un de ces partis politiques vienne renforcer l'UP. Je ne refuserai pas. Mais ils sont libres
Ils sont libres, chacun, de s'essayer d'abord pour voir ce qu'il pèse, ce qu'il a pu faire. Je pense que chemin faisant, même si ce n'est pas aujourd'hui, chemin faisant, nous aboutirons là. Les partis qui vont s'essayer au fur et à mesure, qui vont sentir que leur incapacité à respecter les critères finiront soit se mettre ensemble pour former un autre bloc ou choisir entre les blocs qui existent, les partis qui existent pour que nous ayons... On n'a plus que 10 minutes, honorable Benochi. La position parlementaire est assez abondante, surtout avec les dernières lois votées au Parlement. Quel est le bien fondé de ces différentes lois-là? Le bien fondé de ces différentes lois, vous savez que nous sommes dans un processus de réforme de notre pays qui a commencé depuis 2016. Donc, ce processus se poursuit. Quoique, avec toutes les lois que nous votons, ce n'est rien d'autre pour réformer notre pays et en conformité avec tous les axes prioritaires, donc du PAG 1 et du PAG 2. Donc, c'est cela participe, une justice réformée au service du développement de notre pays. Vous avez vu? Donc, toutes les lois qu'on vote là, tant sur la Cour suprême, la Cour des comptes, qui est un instrument puissant que nous avons donc mis à la disposition de notre démocratie pour permettre de lutter contre la corruption. Il faut lui permettre d'être opérationnel. Et tous les tests qu'il lui faut pour être opérationnel, nous sommes en train de voter ces lois-là. Le gouvernement veut que les magistrats soient mieux logés, que leur statut soit bien clair, que là où ils soient à l'aise pour pouvoir faire leur travail convenablement comme il faut, sans être appâtés par quoi que ce soit. Donc, la séparation du pouvoir est en train d'être renforcée pour que chacun dans son domaine soit à l'aise et ne pas lorgner de l'autre côté. Donc, les réformes, toutes les lois que nous votons participent de cela pour mettre la justice à l'aise, parce qu'il n'y a pas de développement sans une justice solide et crédible. Donc, je pense que toutes les réformes visent à cela. Alors, l'interruption volontaire des grossesses, c'est une des lois votées à l'Assemblée nationale qui fait grand bruit jusqu'à présent. Comment vous percevez les choses après votre je pense que... Vous n'avez pas un état d'âme particulier. Non. Je pense qu'on a eu abondamment commenté cette loi qui a été votée. J'ai dit, le gouvernement qui est au pouvoir est là pour régler les problèmes sociaux. Et qu'en face à un problème qui est devenu un problème social, un gouvernement responsable se tait, il sera taxé de laxisme. Donc, le gouvernement a eu des rapports. Parce que quand on amène un projet de loi, il y a l'exposé des motifs. Et dans l'exposé des motifs, aussi, lors de l'étude en commission de cette loi, le président de la commission des finances, le président Ordena Ladati, a invité... De la commission des lois. De la commission des lois. Oui. A invité tous les acteurs de ce système du domaine social, de la santé, qui sont venus dire leur point de vue. Et quand ils vous font leur rapport, mais vous criez. Le nombre de morts que les avortements clandestins provoquent, le gouvernement, lui, est dans son rôle de dire c'est un fléau, je dois le régler. Et le gouvernement a amené un projet de loi. Les députés vont l'accompagner. Mais ceux qui sont du domaine religieux, que cette loi choque, je dis, ils ont raté leur rôle, qu'ils aillent dans leur rôle. Une chose est de voter une loi, une chose est que les gens puissent en jouir. Ils n'ont qu'à dans leur chapelle prêcher que l'évangile interdit l'avortement. Et s'ils prêchent, ils arrivent à convaincre les 12 millions de Béninois que l'avortement est un péché et de ne jamais avorter, malgré que le test soit voté, il ne sera pas appliqué, il tombera en désuétude. Donc que chacun reste dans son camp. Le gouvernement ne peut pas ne pas légiférer, il est là pour régler les problèmes par des lois. Et ceux qui sont des religieux n'ont qu'à rester dans leur rôle, que personne ne jette la pierre à l'autre. Le gouvernement fait son travail. Les religieux n'ont qu'à faire, les imams, les prêtres, les pasteurs, leur rôle de conscientisation, d'information, de sensibilisation, de conscientisation de leurs adhérents, de leurs fidèles, pour leur dire
Dieu refuse l'avortement. Quand ils auront convaincu les 12 millions de Béninois, malgré que le texte a été voté, l'un des procès que vous faites l'opposition, c'est de voter des lois les yeux fermés. De voter les lois les yeux fermés. Donc, oui, c'est leur rôle. Ils ont toujours qualifié de députés godillots, de députés suivistes. Donc, de voter même des lois nuitamment. Mais quand ils le disent là, je me demande, est-ce que c'est la première fois qu'on vote des lois la nuit? À l'Assemblée nationale, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Quand on commence, si on se donne pour objectif de finir, quelle que soit l'heure, on finit même le petit matin. Et plusieurs fois dans le passé, hein, j'ai vu ça. Quand moi, je n'étais pas député, je le voyais voter. Il m'est arrivé qu'on arrête l'horloge ou qu'on fait... On dit au Parlement, il n'y a pas d'heure. Quand on commence, on finit. Donc, ceux qui nous font ce procès-là sont dans leur rôle. Et je dis, comme nous sommes taxés donc, de députés Godillot et autres, qui veulent nous remplacer, qui s'organisent pour aller aux élections, gagner les élections législatives, venir à l'Assemblée, balayer ces députés. Beaucoup de lois ont été votées ces derniers temps. Est-ce qu'on peut donc conclure, comme l'a dit l'autre, que l'événement est proche? Quel événement? les lois ont été votées. Les réponses interrogatives. Des lois ont été votées pour baliser un terrain. Non, j'ai dit tout à l'heure que toutes les lois que nous votons participent donc du renforcement de l'arsenal juridique de notre pays, de la justice de notre pays. On réforme dans tous les domaines. Et le gouvernement veut réformer dans tous les domaines. Et l'Assemblée nationale des députés nous accompagne, le gouvernement, pour réformer. Et puis, vous pouvez le dire avec moi, les gens admirent le Bénin. Quand nous allons à des sommets internationaux, je vous dis que les gens admirent le Bénin. Et le Bénin devient de plus en plus une école. Et les gens viennent s'inspirer, donc l'expérience du Bénin. On a voté la loi sur la criée, on a instauré la criette. Les gens ont crié que ce n'est pas bon. Mais aujourd'hui, vous allez voir combien de pays sont en train de copier déjà la criette. Hein? Et on s'améliore. Et c'est pour lutter contre la corruption. Il n'y a pas mieux outil, mieux arsenal que ça. Honorable, il y a une autre analyse et autre procès qui vous est fait. C'est de voir que le Bénin a le mérite de voter beaucoup de lois. La 8e législature détient, je dirais, même le record dans cette production parlementaire. Mais il y a bien de lois qui sont votées, mais qui n'ont pas le décret d'application. Il y a de ces lois qui sont votées et qui ne sont pas appliquées sur le terrain. Est-ce que vous n'êtes pas gêné de produire du jus de cervelle ainsi, et que sur le terrain, il n'y a pas d'application? Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, ce que vous décrivez là. Oui. Ça a toujours existé dans notre pays, que les tests que nous votons ne sont pas suivis par des décrets d'application qui leur permettent de produire les effets. Et pourquoi vous n'interpellez pas le gouvernement dans votre rôle de contrôle de le gouvernement déjà, si vous suivez bien, il y a une réforme en cours où le gouvernement est en train de créer une structure qui sera chargée à chaque fois qu'on veut voter, on veut envoyer un projet de loi, et on propose en même temps les degrés d'application pour que, une fois ces lois votées, qu'on n'ait plus à parler de cela. Donc la réforme est en cours. Donc je pense que le gouvernement est conscient de cela. Est-ce que vous interpellez dans votre rôle de contrôle de l'action gouvernementale, vous interpellez le gouvernement sur les lois votées qui ont eu leur décret d'application, mais quand la pagaille s'observe, on ne voit pas l'application effective de ces lois sur le terrain? À chaque fois que nous recevons le gouvernement, je pense qu'on peut reprocher à la 8e législature de ne pas faire suffisamment, d'interpeller suffisamment le gouvernement. Mais je vous dis, comme nous soutenons l'action du gouvernement, quand nous rencontrons les ministres, nous posons notre problème. Et les ministres prennent les problèmes et se mettent à les régler. C'est pour ça que même quand ils viennent à l'Assemblée pour autre chose, autre dossier, on leur pose le problème. Même en commission, sur d'autres lois, on leur pose le problème. Et ils s'en saisissent. C'est pour cela qu'on ne voit plus la nécessité donc d'interpeller ou de poser des questions. Deux petits sujets pour finir. La variole du singe, mais il y a également le football. Oui, dites-nous, honorable, sur ces deux sujets. Quelle est la position? Bon, la variole du singe, je pense que c'est une pandémie, donc une crise sanitaire. Donc, nous sommes habitués. Le Bénin a un système de réactivité qui lui permet donc de faire face à ces genres de pandémies. Que ce soit la Covid, que ce soit avant les autres virus. Donc, notre système sanitaire est organisé et pour pouvoir donc répondre à chaque fois que nous sommes menacés. Donc, je n'ai pas peur. C'est que même si ça arrivait au Bénin,
Donc la réactivité est là, le dispositif est là pour qu'on réagisse, pour protéger les populations. Donc je n'ai pas peur, tel que nous avons bien géré la crise de la Covid, vous avez vu, le Bénin s'en est sorti. Bien, je pourrais dire bien, il n'y a pas eu trop de casse. Donc ça veut dire que notre système sanitaire est bien structuré, bien organisé, pour protéger les populations, ne devons pas avoir peur. Vous avez cité tout à l'heure très rapidement la crayette qui sert même de modèle dans certains pays de la sous-région. Il y a également qu'on envisage de créer une cour spéciale pour les questions foncières. Comment vous vivez cette question du foncier dans les différentes communes, notamment à Koulé-Kamé et dans la 11e circonscription électorale dont vous êtes ressortissant? Oui, je pense que c'est un vide qu'on veut combler. Effectivement, les questions foncières, vous savez, au Bénin, c'était un problème. Et moi-même, je me posais toujours la question, comment est-ce que nous en sommes arrivés là, où nous n'avons pas pu réussir dans le domaine foncier à sécuriser nos terres. Si bien que vous pouvez acheter une parcelle aujourd'hui, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, quelqu'un se lève, vous dit que c'est sa parcelle, et si vous ne savez pas faire, on vous l'arrache. Donc, il y avait l'insécurité foncière qui fait que l'investissement, c'était un des freins à l'investissement. Alors, le gouvernement a bien vu, malgré toutes les réformes au niveau des tribunaux, ça n'avance pas. Si le gouvernement, après avoir fait la réforme du cadastre, si on n'allait pas là, je pense que ce ne serait pas bien. C'est pour cela que moi, je salue cette réflexion qui consiste à dire qu'il faut une cour spéciale. Vous avez vu, c'est tout le monde qui acclame. Hein. Quand moi, je vois les réactions, tout le monde acclame parce que tout le monde a de problèmes fonciers. Donc, je pense qu'on doit souhaiter vivement... le temps est parti. Sur la question de Herman, les supporters ne sont pas trop contents du 11 national. Votre appréciation, vous savez c'est quoi? Les supporters sont comme ça. Quand vous faites bien, ils vous acclament. Quand vous ne faites pas bien, ils déversent leur bile. Mais quand on ne fait pas bien régulièrement... effectivement, ils sont exigeants et c'est leur droit. Les footballeurs, nos équipes doivent tout faire pour satisfaire, surtout quand c'est à domicile. Il faut tout faire pour renforcer. Mais le foot, c'est comme ça. Vous avez aussi été choqué par le résultat à domicile. J'ai été choqué. Vous étiez au stade? Non, je n'y étais pas, j'étais à la maison devant mon écran, mais j'ai suivi, c'était la mort avec dans l'âme. Avec du para à côté aussi Avec du para à côté. C'était la mort dans l'âme. C'était un deuil chez moi. Il y a des amis qui étaient venus pour qu'on suive ça ensemble, mais c'était un deuil. À la fin, vous vous êtes séparés. On n'a pas pu trinquer, parce qu'à chaque fois, après, quand il y a victoire, on sautille, on trinque, mais cette fois-ci, on s'est séparés comme ça. Et je pense que... vous pensez, allez-y, je pense que nous devons faire appel, nous devons tirer la sonnette d'alarme et inviter nos équipes, nos footballeurs à vraiment savoir comment on défend le drapeau national. C'est-à-dire, moi, je ne sens pas, à chaque fois qu'on a un match à domicile, c'est-à-dire que comment on mouille le maillot, vous savez que même s'ils perdent, vous avez dit, ils sont tombés les armes à la main. C'est cela que les spectateurs n'ont pas senti. Ils n'ont pas senti qu'ils ont voulu se tuer pour avoir cette victoire-là. Et c'est ça qui les a révoltés. Prochainement, il faut votre mot de la fin. Votre mot de conclusion. Donc, je voudrais vous remercier pour m'avoir invité sur cette émission que j'admire tant. Merci. Et m'avoir donné la parole sur diverses questions. Mais mon mot de fin, je reviens sur ce que j'avais dit. Il faudrait que nous intégrions que la réforme du système partisan est en marche. Et que toute tentative de la freiner sera fatale pour ceux qui s'y essaieraient. Il vaut mieux se mettre dans la mouvance pour pouvoir aller dans la direction du vent des réformes. Moi, je pense que tous ceux qui ont participé à ces réformes tiennent à sauvegarder cela. Et ce serait peine perdue et d'illusion de tenter donc à nous ramener à la situation tentée. Gérard Bénonchi, député élu de la 11e circonscription électorale, membre du bureau politique et de la direction exécutive nationale du Parti Union Progressiste. Merci d'être passé. Merci Wahab Alikwara. Dimanche prochain, on se retrouve avec forcément un autre parti politique.